Notre invité ce matin, Claude Bartolone, président de l'Assemblée nationale. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous cherchez à abattre politiquement Nicolas Sarkozy? J'ai l'impression qu'il fait le travail tout seul. Parce que moi, en l'occurrence, je ne sais pas s'il est coupable. Il n'y a que la justice qui peut savoir s'il est coupable dans un état de droit. Mais qu'il soit irresponsable, ce matin, j'en ai bien l'impression, compte tenu des mots et des expressions qu'il a employés dans le courrier qui est publié par le Figaro. Irresponsable, c'est-à-dire? Vous imaginez? Comparer la République française à l'Allemagne de l'Est du temps où c'était une dictature? Oser évoquer la Stasi en parlant de la France, de notre République, de notre bien commun? Lorsque un ancien président de la République emploie ces expressions, pour moi, il est irresponsable. Mais il n'a jamais été condamné. Mais jusque-là, Nicolas Sarkozy. Mais il dit les juges me poursuivent, les journalistes me poursuivent, ce qui n'est pas faux. Nous sommes dans un état de droit. Nous sommes dans un état de droit. Je rappelle à vos téléspectateurs et vos auditeurs qu'il est sous le coup d'une enquête judiciaire depuis le 23 avril 2013, où les juges se sont posé la question de savoir s'il n'y avait pas financement illégal de sa campagne électorale. Bon. En ayant un juge d'instruction qui fait son travail, il est mis sur écoute. Le bâtonnier est prévenu parce que je rappelle qu'un avocat peut être mis sur écoute si d'un seul coup on a l'impression qu'il est passé du côté obscur et qu'il n'est pas resté du côté de la justice. Et dans ce cadre-là, on se rend compte qu'il y a peut-être une affaire de trafic d'influence. Mais nous sommes dans un état de droit. En l'occurrence, là, l'ensemble des procédures ont été respectées par la justice. Et il peut faire appel à la République quand il écrit ce qu'il écrit, à vos yeux? Mais bien entendu. Vous imaginez, nous sommes la République française. Nous sommes un état de droit. Nous avons une justice qui fonctionne. Depuis l'élection de François Hollande, il n'y a plus d'instructions individuelles qui sont données. Depuis l'élection de François Hollande, il n'y a plus d'intervention du politique dans les affaires judiciaires. Depuis l'élection de François Hollande, il y a eu une loi votée en juillet qui interdit à la garde des Sceaux de donner des instructions directes au procureur. La justice peut faire son travail. Et en l'occurrence, ce que je reproche à un ancien président de la République, c'est de maltraiter ce bien commun qu'est la justice, que sont nos institutions. Oui, mais Claude Bartolone, vous savez bien que si les informations ne descendent pas du haut vers le bas, elles vont du bas vers le haut. Et elles remontent. Mais elles remontent au ministre de la Justice, ou au ministre de l'Intérieur. Non, de l'Intérieur, non. Comment non? Ce serait une faute, et on pourrait attaquer ce genre de comportement. Parce que vous pensez que la police, la hiérarchie policière ne rend pas compte au ministre de l'Intérieur? J'espère bien que non. Mais attendez, je ne suis pas là je ne suis pas dans le fonctionnement. Mais lorsque le ministre de l'Intérieur dit non, je n'ai pas à être au courant, je le crois. La seule qui doit être au courant, c'est la garde des Sceaux, parce que c'est la procédure normale. Lorsqu'il y a une affaire sensible, elle remonte à une des directions de la chancellerie, et là, le cabinet est informé. Et c'est ce qu'a dit Christiane Taubira. Mais pour le reste, je le rappelle, si l'opposition, si les amis Monsieur Sarkozy sont contre ce genre de choses, eh bien, ils n'ont qu'à faire que de voter la réforme du Conseil supérieur de la magistrature. Et là, on coupera totalement, y compris ce genre de remontée. Et vraiment, au lieu de produire ce brûlot insupportable de la part d'un ancien président de la République, il ferait mieux de dire à ses amis, votons l'indépendance du CSM. Mais quand le président de la République reçoit les auteurs de l'article qui ont révélé les écoutes mais ce n'est pas la même chose. Nicolas Sarkozy, écoutez, le même jour... Mais je vous rappelle... Est-ce qu'il y a complot? Franchement, je vous pose la question directement. Est-ce qu'il y a complot organisé de l'Élysée pour mettre hors jeu Nicolas Sarkozy pour 2017? J'espère que c'est une question que vous posez pour montrer aux téléspectateurs votre punch. Mais qui peut imaginer une chose comme ça? Qui peut imaginer une chose comme ça? Qui peut imaginer quelque chose qui relèverait de ce genre de pratique? Est-ce que vous vous rendez compte que depuis que François Hollande a été élu, toutes les propositions du CSM en ce qui concerne les nominations Conseil supérieur de la magistrature ont été respectées, et même mieux. Et croyez-moi que ça a dû vraiment chagriner un certain nombre de personnes. Lorsque le Conseil supérieur de la magistrature a dit qu'il ne faut prendre aucune sanction contre Monsieur Courroy, malgré le dossier qui lui était reproché en ce qui concerne les écoutes des journalistes du Monde, la garde des Sceaux a respecté et elle n'était pas obligée de le faire. Nous sommes avec le président de la République face à un président qui a décidé à l'inverse, semble-t-il, de ce que faisait Monsieur Sarkozy, de respecter totalement la justice. Bien,
lorsque Nicolas Sarkozy, j'en terminerai avec ce dernier volet, explique qu'il n'a nul désir de s'impliquer dans la vie politique. Vous le croyez ou pas? C'est un gag. C'est un gag. C'est-à-dire? C'est un gag. Moi, vous voyez, je pense qu'il a sorti cette lettre insupportable. Parce qu'il sait ce que représentaient les dernières révélations sur un certain nombre de ses amis candidats aux élections municipales qui lui ont dit « ça sent le roussi ». Mais malgré qu'il puisse y avoir des conséquences pour des élections municipales, c'est subalterne par rapport à ce que doit représenter pour un responsable politique le respect de la justice, le respect de l'état de droit, le respect de nos institutions. Écoutez, vous voyez, hier je lisais ce papier, je voyais cette comparaison avec la Stasi. Mais vous imaginez si aujourd'hui je vous disais à votre micro, mais finalement, Monsieur Sarkozy, c'est Berlusconi. Le seul responsable européen qui a essayé de faire pression sur la justice de son pays, c'est Berlusconi. Bien. Et je vous le dis, il faut que chacun de vos téléspectateurs puisse se dire, quelles que soient les outrances, la justice passera. Que l'on soit puissant ou misérable, ce qui fait le respect de nos institutions et l'état de droit dans lequel nous vivons, et heureusement, c'est que, au bout du bout, la justice passera. S'il est innocent, il sera innocent, mais s'il est coupable, pour l'instant, il est présumé innocent. Bien sûr, mais il est innocent. C'est aussi ça l'état de droit. C'est une protection, l'état de droit, y compris pour Nicolas Sarkozy. C'est qu'au moment où nous parlons, il est innocent. Bien, il est toujours écouté, vous ne savez pas, il est toujours sur écoute ou pas? J'en sais rien. J'en sais rien. Bon. Justement, vous savez, vous voyez, même là-dessus, écoutez, même là-dessus, j'étais sur écoute, il le savait. Vous croyez que son avocat aurait inventé Monsieur Paul Bismuth? Pas inventé, il existe Paul Bismuth en question. Vous croyez qu'il aurait emprunté le nom d'un de ses amis de lycée, si je comprends bien, s'il savait qu'il n'était pas écouté? Claude Barthelone. Et quand on change de téléphone, c'est qu'on a quelque chose à se reprocher ou à cacher, franchement. Je récapitule. Le scooter de François Hollande, les affaires de Jean-François Copé, de Nicolas Sarkozy, l'amateurisme du gouvernement dans toutes ces affaires. Et pendant ce temps-là, où en est le pacte de responsabilité? Où en est la réforme fiscale? Où en sont les économies que doit faire l'État? Mais vous comprenez que les Français prennent de la distance avec la politique? Oui et non. Oui et non, pourquoi? Parce qu'ils en prennent moins qu'on ne peut l'imaginer. Regardez, lorsque le président de la République, au cours de sa conférence de presse, a parlé de ce pacte de responsabilité, regardez comment ça a bien réagi dans l'opinion. Parce que nos compatriotes, chômeurs ou travailleurs... C'était le 14 janvier, nous sommes le 21 mars et nous ne savons rien. Nous avons un certain nombre de procédures qui sont trop longues. Mais pour autant, nos compatriotes, chômeurs ou travailleurs, ouvriers ou cadres, savent très bien qu'il y a un problème dans nos PME ou dans nos grandes entreprises. Ils savent que les marges de nos entreprises, 27%, vous savez ce qui reste à une entreprise avant l'investissement, n'ont rien à voir avec les 40% des marges des entreprises allemandes, ou les 36% des marges, 37 même, au niveau de la moyenne européenne. Et ils savent que si on ne redonne pas un coup de musculation à nos entreprises, elles auront du mal à monter en gamme, investir et embaucher. Et voyez, moi, je pense que même si le temps peut paraître long, ce que fait le gouvernement pour mobiliser les leviers publics, comme ça a été le cas avec les emplois d'avenir, et ce qu'il fait aujourd'hui pour mobiliser les emplois marchands, c'est une attente du pays. Oui, on attend. Et on attend toujours. Ça va aller vite. Claude Barthelone. Mais je rappelle que le Parlement aura à se prononcer dans le mois qui vient. Dans le mois qui vient. Je vais y revenir, tiens. Je vais y revenir parce que les dates sont importantes en ce moment. Claude Barthelone, le CICE plus 10 milliards d'euros, c'est ça, hein, voilà. Le pacte de responsabilité. Il est dit qu'1 milliard d'euros serait consacré aux artisans. Vous confirmez? Pour le moment, je n'en sais rien. Vous êtes favorable? Pour le moment, mais il nous faut aider les artisans comme les petites entreprises, les toutes petites entreprises et les PME. On sait qu'aujourd'hui, c'est dans ce secteur qu'il y aura le plus de création d'emplois. Réserver une part importante de cet effort aux petites PME et aux artisans. Nous allons attendre la proposition du gouvernement. Parce que pour le moment, je dois vous dire, je le dis à vos auditeurs, vous n'avez pas, vous non plus. Je n'ai pas. Mais nous non plus. Mais il y a une logique. En fait, ça fait plus de 2 mois qu'on attend. Lorsque l'on sait ce que peut représenter en termes de création d'emplois, le monde de l'artisanat, le monde des toutes petites entreprises et des PME, bien entendu qu'il faudra qu'il y ait des mesures qui les concernent. Est-ce qu'il faut privilégier les baisses des charges sur les petits salaires?
Alors, là-dessus, il faut être très attentif. Moi, vous voyez, je viens d'évoquer la montée en gamme de ce que doit être notre production. Si l'on devait simplement aider les petits salaires sans qualification au détriment des emplois plus qualifiés qui correspondent à ce que doit être la production de nos entreprises et à l'investissement, ce serait certainement quelque chose qui rapporterait de l'emploi de court terme, mais qui pourrait affaiblir nos entreprises dans le moyen terme. Donc moi je veux et j'espère que le patronat comme les organisations syndicales se poseront la question de savoir ce que doit être la production des entreprises françaises pour être à un niveau de gamme qui ne nous amène pas à avoir comme proposition il faut baisser les salaires, la protection sociale ou la protection de l'environnement pour lutter contre la concurrence de la Chine. On va parler des municipales, de politique avec le remaniement possible. Les municipales, dites-moi, franchement, est-ce que vous croyez au Front républicain maintenant, aujourd'hui? Mais je ne me pose pas la question. Non. Je me pose pas la question. Jean-Marc Ayrault la pose, lui. Oui, mais moi, en l'occurrence, vous voyez, je préfère me la poser dimanche soir. Parce que la bonne manière d'éviter de se poser la question... C'est une erreur, ce qu'a dit le Premier ministre hier, une maladresse. C'est une maladresse. Dans la vie, il y a des personnalités différentes. Vous n'êtes pas toujours d'accord avec lui, d'ailleurs. Non, c'est pas une question d'être... Non, c'est pas une question d'être d'accord ou pas d'accord. Ah bon? Moi, je suis, pour le moment, vous voyez, encore hier soir, je faisais 2 meetings. Je suis aux côtés des candidats socialistes, aux côtés des maires sortants, parce que la meilleure manière de ne pas se poser la question de savoir ce que doit être, ou s'il doit exister un front républicain, c'est de mettre les socialistes en tête. C'est trop tôt de se poser la question. C'est beaucoup trop tôt. On verra dimanche soir. On verra dimanche soir. Vous voterez. On va pas. Si vous vous posez la question dimanche soir, si jamais vous avez à vous poser la question dimanche soir, vous votez UMP sans aucun souci face à un Front National. Nous allons aborder la question dimanche soir. Vous votez UMP sans souci? Pour le moment, je l'ai déjà fait dans ma vie. Moi, j'ai voté Chirac. Oui. J'ai voté Chirac. C'est la seule fois? C'est la seule fois. Mais j'ai pas eu d'autres occasions. Mais là, vous voyez, pour éviter, il faut que vos téléspectateurs le sachent, vos auditeurs le sachent, pour éviter la question du Front républicain, votez socialiste. Ne prenez pas en otage les collectivités locales qui ont fait du travail. Au Front républicain, vous le savez bien, plus personne n'y croit, ou très peu, de Français y croient. Alors, je vais répondre d'une manière différente. Allez-y. Souvenez-vous ce qu'ont été le résultat de la gestion de villes qui ont eu des maires Front National. Ça, c'est mal terminé. À Toulon, le maire Front National a même été accusé d'avoir fait des interventions auprès de personnes qui étaient intervenues au courant de l'assassinat de son directeur de cabinet. À Vitrolles, le couple Maigret, ça s'est terminé dans une situation catastrophique pour la ville. Et même à Orange, il y a eu des remarques qui ont été faites sur des dépenses familiales qui n'avaient rien à voir dans la comptabilité de cette ville. Donc, qu'on arrête de nous faire le coup avec quelques candidats Front National qui sont ces petits oiseaux qui viennent de naître. Est-ce que ça veut dire que le Front National est un parti anti-républicain ? Ah mais moi je pense que compte tenu des propos qui sont ceux d'un certain nombre de responsables du Front National sur les immigrés, sur cette vision de morceler la France plutôt que de la rassembler, notamment dans une période aussi délicate que celle que nous vivons, n'en fait pas un parti comme un autre. Donc ce n'est pas un parti républicain ? C'est un parti républicain puisqu'il existe. Bon. Mais ou sinon on l'aurait interdit s'il n'était pas républicain. Mais ce n'est pas un parti comme un autre. Bien, Claude Barthelone, remaniement, ça se précise. Hier matin, Jean-Yves Le Drian disait ici, le président de la République qui réfléchit. Donc ça veut dire que c'est en cours, puisqu'il est réfléchi. Vous êtes bien d'accord avec moi, Claude Barthelone? Jean-Yves est ministre, il a certainement accès au président de la République plus que moi. Moi, je n'en sais strictement rien. C'est indispensable. Mais vous voyez, là, on ne va pas jouer les commentateurs de la vie politique. Le seul qui sait, c'est le président de la République. Mais vous êtes informé, vous aussi. Vous je lis les journaux. 15 jours. Je lis les journaux. Vous dînez tous les 15 jours avec lui, tous les mardis soirs. C'est vrai ou c'est faux? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Non, je le vois, c'est normal. Je suis président de l'Assemblée. Vous dînez avec lui? Pas du tout. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Régulièrement. Irrégulièrement. On le voit, mais... Vous le voyez. Oui, mais dans le même temps, je le dis, c'est la grande force peut-être du président de la République, François Hollande. C'est qu'il sait écouter, mais parce qu'il sait qu'il faut solennaliser la parole d'un président de la République, il vous écoute, mais il ne vous dit pas. Dans l'affaire Leonarda, il n'a pas beaucoup solennisé la parole. Pardonnez-moi. Qu'il y ait des moments de dysfonctionnement. En l'occurrence, qu'il ait voulu servir d'arbitre entre deux de ses ministres. Ça a été un de ses choix. Et une erreur. Une erreur? J'aurais préféré qu'il n'intervienne pas, c'est vrai. D'accord. Claude Barthelone, mais vous
Vous aimeriez être Premier ministre? Mais oui, on dit que vous êtes Premier ministre, vous êtes dans la course. C'est flatteur quand on évoque votre nom. Oui. C'est flatteur. Mais ça vous flatte. Mais ça me flatte. Moi, vous savez, je suis un enfant de prolo. Que d'un seul coup, on puisse dire, alors que je n'ai pas fait l'ENA, que j'ai grandi en Seine-Saint-Denis, que je viens de Tunisie, que mon père était italien, que je puisse apparaître dans les noms qui sont cités, je vais pas vous raconter quelque chose qui serait faux. C'est flatteur. Mais pour autant, une fois que vous êtes flatté, c'est pas pour autant que vous êtes choisi. Il y en a qu'un qui choisira celui ou celle. Vous êtes candidat, vous n'êtes pas contre. Non. Vous acceptez si on vous le propose. Je ne suis pas candidat. Voilà. Pourquoi je ne suis pas candidat. Donc si on vous le propose, vous dites oui, vous ne pouvez pas refuser. De toute façon, quel est le responsable politique qui pourrait, s'il est en situation, déserter? Oui, donc refuser, c'est déserter. Mais bien sûr. Bon. Mais en l'occurrence, on ne mène pas campagne pour aller à Matignon. Et puis, je suis président de l'Assemblée nationale, vous savez, c'est quand même un honneur. Pour quelqu'un qui a mon parcours, je sais ce que je dois à la République et je sais l'honneur que ça peut représenter et je sais l'utilité que je peux avoir à ce poste. Alors, j'ai deux questions. L'une sur la Crimée. Les mesures semblent timides face à l'offensive Poutine. Est-ce qu'il faut aller plus loin dans les sanctions, vraiment? Les mesures ne sont pas timides. Il y a eu tout de suite des mesures que l'on appelle de niveau 1. Oui. Là, nous sommes à des mesures niveau 3, c'est-à-dire des sanctions économiques qui sont avancées. Regardez, hier encore, quelles sanctions économiques? Il y a eu une décision pour faire une liste de 33 responsables russes qui vont voir des difficultés sur leur visa. Les véritables sanctions économiques, vous savez très bien qu'elles ne sont pas là. Monsieur Bourdin, on ne va pas être simplement des faiseurs de guerre. Il faut qu'il y ait une montée... Donc prudence. Mais c'est pas de la prudence, c'est de la diplomatie. Il faut que M. Poutine se rende compte de la détermination des Européens. Il faut qu'il sache qu'à un moment où on va célébrer le 100e anniversaire de la guerre de 14-18 et le 70e anniversaire du débarquement, nous savons ce qu'a pu représenter pour l'Europe les moments où on a voulu changer les frontières. Souvenez-vous. Et donc nous savons que nous sommes dans une situation grave, qui est même insupportable, qui amène même la Russie à trahir sa parole. Elle avait annoncé à l'Ukraine qu'en échange de la dénucléarisation, il n'y aurait pas d'intervention de la part de la Russie sur son territoire. Donc c'est une crise grave et on ne peut pas être simplement des va-t-en-guerre. Je fais confiance au président de la République française et aux Européens pour prendre les mesures diplomatiques pour faire comprendre à M. Poutine qu'il y a des choses que nous n'accepterons pas. Vous êtes élu de Seine-Saint-Denis. Je voudrais simplement terminer sur ce qui s'est passé à la Courneuve, avec ces 4 enfants. Terrible. Ces 4 enfants livrés à eux-mêmes, devenus des enfants dits sauvages, dans cet appartement de la Courneuve. La famille vivait d'allocations familiales. Les Français ne comprennent pas. Je sais pertinemment que vous ne lirez pas mon mail. Voilà ce que m'écrit Thierry. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des détails que vous avez livrés en direct ce matin. Une famille venue d'Inde, vivant avec ses enfants, de notre système social. Ces gens-là n'auraient jamais dû avoir le droit de venir en France, mais encore moins de s'y reproduire à notre charge. Voilà ce que je reçois comme lettre. Vous savez, je pense que l'immigration est une chance pour l'Europe qui vieillit. D'ailleurs, regardez, c'est l'Allemagne et l'Angleterre aujourd'hui qui sont les 2 pays qui font le plus appel à l'immigration parce que il y a plus de gens qui partent à la retraite que de jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Donc, mais la caisse d'allocation familiale verser des indemnités sans se soucier une seconde de l'utilisation des indemnités. Ce qui me gêne dans le courrier que vous venez de lire, c'est qu'il y a une généralisation. Imaginez que l'on puisse dire, on a commencé par Sarkozy, imaginez que l'on dise, après tout, tous les présidents de la République de toute l'Europe peuvent relever de faits qui pourraient leur être reprochés. Donc il faut faire attention. Moi, je vais vous dire une chose. La Seine-Saint-Denis, c'est un département que je connais bien, qui connaît à la fois des potentiels de développement économique incroyable, mais des moments de grande misère. Mais là, en l'occurrence, je pense à l'ensemble des travailleurs sociaux de ce département qui ont en charge 8000 enfants par an. Mais les enfants n'étaient pas scolarisés, donc évidemment on ne pouvait pas signaler. On ne connaissait pas leur existence. Mais regardez, dès qu'il y a eu familiale connaissait cette existence. L'organisme HLM connaissait leur existence. Je ne sais même pas au moment où je vous parle. Aujourd'hui, ce que je sais, c'est au moment de la dernière naissance, lorsque la maman s'est présentée devant l'hôpital et que le gamin n'était pas en très bonne santé,
l'alerte a été déclenchée et tous les services ont fait leur travail. Donc tout a fonctionné correctement. Il y aura une enquête de fait. Mais vous demandez une enquête? Mais elle sera inéluctable. Elle sera inéluctable. Ne serait-ce que pour savoir ce qui a pu nous échapper. Moi, vous voyez, c'est pas là, en l'occurrence, la justice que je crains. Je veux un zéro défaut pour les services publics. Et notamment pour l'ensemble des travailleurs de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance du département de la Seine-Saint-Denis, qui suit 8000 enfants, qui en accueille 3600 par an. Je sais qu'ils seront attentifs à ce terrible fait divers pour qu'il ne se reproduise pas. Merci Claude Bartolone, 8h56. Merci à vous. Merci.